Bonjour à tous. La COP26 va se tenir à Glasgow du 1er au 12 novembre. Alors vous vous demandez certainement ce qu'on peut attendre de cette COP. C'est ce que je vais essayer d'éclaircir dans cette vidéo en vous montrant notamment les coulisses d'une COP. Commençons d'abord par définir ce qu'est une COP. Le cycle COP signifie Conférence des parties. Le mot partie désigne les pays qui ont signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, autrement appelée par son petit nom, la CNUC. La CNUC, la CNUC, la CNUC. C'est donc une conférence mondiale sur le climat qui a lieu tous les ans et dans laquelle 200 pays se réunissent pour ratifier notamment des accords de réduction sur les émissions de gaz à effet de serre. Ok, mais alors ça ressemble à quoi concrètement une COP? Voici une image très concrète donnée par Jean-Marc Jancovici. La COP, comme toutes les assemblées onusiennes, c'est un endroit où tout se décide par consensus. Et un parallèle que je prends souvent, c'est la COP, c'est un peu comme une assemblée de copropriétaires. Donc vous imaginez 200 copropriétaires dans une propriété qui doivent décider à l'unanimité d'un programme de travaux où chaque copropriétaire a une voix, quelle que soit la surface de son appartement. Par contre, les charges sont au prorata des surfaces. Le programme des travaux n'est pas décidé avant que les copropriétaires commencent à délibérer. Il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de projet de résolution et ils doivent se mettre d'accord à l'unanimité sur un programme de travaux. La COP n'a pas de chef, elle a un secrétaire qui entérine, mais elle n'a personne qui propose. Le président de la COP, en fait, il est juste là pour donner la parole, mais il n'est pas là pour proposer des résolutions, enfin pas formellement en tout cas. Et comme tout se décide par consensus, il suffit qu'il y ait un pays qui bloque et puis le consensus n'a pas lieu. Donc en fait, tout se cale sur le plus petit dénominateur commun. Et en fait, le plus petit dénominateur commun, c'est ce que les gens sont déjà prêts à faire. Alors, que peut-on attendre de la nouvelle COP qui arrive très prochainement? Alors on peut commencer par ne rien en attendre. Déjà, c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Mais un bon moyen d'évaluer ce que nous pouvons en attendre, c'est d'aller regarder ce qu'ont donné les COP précédentes sur les émissions des gaz à effet de serre. Là, vous voyez la quantité de CO2 dans l'air mesurée en millilitres par mètre cube. On appelle ça des parties par million. Et vous voyez par exemple une expérience qu'on fait qui consiste à avoir des réunions internationales. Alors vous voyez l'effet que ça a sur la variation de la concentration. Ça ne sert à rien. Ou plus exactement, ça ne sert à rien de disruptif. Bon, c'est pas hyper optimiste tout ça. Mais en fait, il y a quand même des choses qui se passent dans les COP et dont on ne parle pas forcément. Vous avez tous entendu dire, j'imagine, que la COP de Copenhague était un échec. Personnellement, je m'en souviens très bien parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas du tout sensibilisée au changement climatique. Et l'échec de la COP, c'était devenu une blague le temps d'un week-end avec des potes. Well, nobody's perfect. Mais en fait, avec le recul, on peut dire que la COP de Copenhague n'a pas été un échec, comme expliquent Jean-Marc Jancovici et Cédric Rickenbach. Le fait de dire il ne faut pas dépasser les 2 degrés, c'est un positionnement politique. Et qui c'est qui l'a dit alors? Ça a été dit à Copenhague pour la première fois. L'accord le plus structurant, il n'a pas du tout eu lieu à Paris en 2015, il a eu lieu à Copenhague en 2009. Au début de la négociation, en fait, vous avez un gros document dans lequel chaque pays met ce qu'il aimerait y trouver. Et à chaque fois que 2 pays ou plus ne sont pas d'accord entre eux, les expressions sont mises entre crochets. Alors, à l'entrée de la COP de Copenhague, il y a quelques milliers, je crois, d'expressions entre crochets dans le texte qui est soumis à la discussion, à commencer par l'élévation de température maximale sur laquelle les pays s'accordent. Et je me rappelle que le texte commence par attendu que ceci, cela, je sais pas quoi. Les pays décident de limiter à 1,5 entre crochets, 2 entre crochets, 2,5 entre crochets, 3 entre crochets, 3, puis ça allait jusqu'à 4,5, je crois, comme ça. Et tout le reste était à l'avenant. Et les gens commencent à essayer de se mettre d'accord, chacun sur un petit bout du... Ça patauge, arrivent les ministres, ça patauge toujours, arrivent les présidents, il n'y a toujours rien à signer. Et vous savez comme moi qu'un président, ça vient pas pour discuter le bout de gras, ça vient pour signer le truc qui a déjà été... voilà, ça vient pour la photo et signer le truc qui a été négocié. Et alors là, il y a 2 ou 3 présidents qui disent on peut pas repartir la queue basse comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il y a eu une espèce de nuit des longs couteaux, dans la nuit du jeudi au vendredi de la 2e semaine, où il y a 27 chefs d'État qui se sont réunis dans une pièce. Il y a Brice Lalonde qui y était, donc c'est lui qui m'a raconté comment ça s'est passé. Et puis ils commencent à se mettre d'accord en disant bon alors 2 degrés, 3 degrés, 3 t'es pas d'accord, allez pof 2 degrés. Et ils font ce que font des chefs d'État réunis dans une pièce pendant la nuit, c'est-à-dire qu'ils font 12 bullet points avec 12 trucs sur lesquels ils sont d'accord. Et en fait tout ce qu'il y a de structurant dans l'accord de Paris a été décidé à Copenhague cette nuit-là. Et ça a été une OPA du G20 sur les Nations Unies, c'est ça qui s'est passé en pratique cette nuit-là. Mais c'était un processus qui n'avait plus rien à voir avec le processus onusien. Une COP qui était une catastrophe au niveau organisation. Et il se trouve que par ailleurs, pour des raisons logistiques, les ONG avaient toutes été éjectées du centre de conférence parce que les Danois avaient vu un peu juste
À Poznan, l'année précédente, où j'étais aussi, il y avait eu 13 000 personnes, donc les Danois avaient dit, bon allez, on va caler sur 15 000. Manque de peau la deuxième semaine avec toutes les délégations présidentielles, rien que de celle d'Obama, il y avait 200 personnes, je crois. Une fois que vous mettiez les délégations présidentielles, 5 000 personnes, la presse, 5 000 personnes, plus les ministres, etc., encore 5 000 personnes. Les ONG, qui la première semaine avaient 5 000 représentants dans l'enceinte, la semaine d'après, en ont eu 90. Donc les 90 qui étaient encore dans l'enceinte étaient chauffés à blanc, ils étaient furax comme pas possible. Et au moment où fuite le draft de l'accord que les présidents étaient en train de signer, vous savez, ils font des brouillons, alors ils en tapent un, c'est pas le bon, ils le foutent à la corbeille, etc. Et je me rappelle comme si j'étais hier, c'était vendredi à 3h du matin, j'étais en train de discuter avec la femme qui s'occupait du desk de l'AFP à Copenhague. Tout le monde se tournait les pouces, et enfin tous les gens qui n'étaient pas dans la salle se tournaient les pouces, les fonctionnaires ne pouvaient rien dire, puisque les présidents étaient en train de discuter, la presse n'avait rien à dire, etc. Les seuls qui pouvaient dire quelque chose, c'était les représentants d'ONG, et arrive une jeune femme du VVF tenant un draft de 2 pages, elle le pose sur le bureau d'Anne Charon, parce que je me rappelle encore c'était elle, et elle lui dit « Regarde-moi ça, c'est un scandale, 2 pages, c'est un échec ». Et le mot est parti de là. C'était très mal perçu par les ONG qui étaient pas présentes à ce moment-là et qui ont vu quelque chose, ils ont estimé que c'était pas suffisant parce qu'il y avait des attentes très fortes en fait et ça répondait pas aux attentes. Donc je me rappelle j'ai vu l'histoire pour une fois, c'était pas du tout un échec. En fait, c'était un vrai succès parce qu'on s'était enfin mis d'accord sur 2 degrés. Comme c'était un texte qui a été rédigé la nuit comme ça rapidement, il n'a pas été entériné par l'Assemblée générale de la CNUC, des négociations climat. Ça a été ratifié, plutôt entériné par cette assemblée 1 an plus tard à Cancun. Donc il y a eu ce premier texte. Et puis du coup, ça s'est vraiment ancré dans les esprits. Et les dernières négociations climat, il y a les pays insulaires qui disent nous on est déjà les pieds dans l'eau. À 2 degrés, c'est trop tard pour nous. Il nous faut 1,5 degré. Voilà. Et donc pour des raisons diplomatiques, on a dit oui 2 degrés, puis on va essayer de faire mieux et d'aller vers 1,5 degré. On peut donc espérer que la prochaine COP propose des avancées intéressantes comme celle-ci, même si tout est fait en coulisses. Mais comme je suis plutôt d'un naturel optimiste, je pense qu'on peut attendre beaucoup de cette COP. Donc en fait, la COP ne change rien par rapport au destin du monde, c'est ailleurs que les choses se passent. Ça donne l'occasion d'en parler, donc j'ai envie de dire que le principal bénéfice de l'affaire est médiatique. C'est effectivement, à mon sens, le plus gros bénéfice de la COP. Alors je propose qu'on en parle. Profitons de l'occasion pour nous saisir nous-mêmes du sujet. Parlons dès maintenant massivement du changement climatique. Dans la vraie vie, par message, sur les réseaux. C'est le moment d'inonder notre entourage et les réseaux de ces sujets, pour que même l'oncle GG qui préfère les vidéos de chats en entende parler. Je crois que je vais d'ailleurs tenter le partage de sujets climatiques sur fond de vidéos de chats. Alors, dès aujourd'hui, partageons tous un podcast qui nous a paru édifiant, une vidéo qui nous a mis une claque, un article de qualité ou un compte à suivre. C'est ce que je vais faire personnellement à partir d'aujourd'hui sur tous mes réseaux avec le hashtag COP26, mais également par message privé. Et je vous mets toutes les pépites que je recommande dans le descriptif de la vidéo. Et je suis très intéressée parce que vous aussi vous me recommandez. Alors, dites-le moi en commentaire, ça me permettra moi aussi de les découvrir et de les partager dans les semaines qui viennent. Puisque les médias classiques n'en parlent pas, puisque les algorithmes nous cantonnent à nos sujets de prédilection. C'est le moment de nous déployer sur tous les canaux possibles et de sensibiliser le monde.